l'INSEE entreprend en plein débat qui passionne la France, qui divise la France, de dresser un tableau de ses plus hauts revenus et de ses plus hauts salaires français. Alors ce qui est frappant, et regardez les titres de la presse qui le reflètent, c'est qu'à gauche, on dit qu'est-ce qu'il faut en déduire? Les ultra-riches, un pognon toujours plus dingue. Résume Libération, autrement dit, ce que nous enseigne ce rapport, c'est que c'est toujours plus pour les plus riches. Le Figaro, de l'autre côté, ce que nous enseignent ces rapports de l'INSEE, l'impôt pèse toujours plus sur les hauts revenus. Deux visions complètement différentes. Qui a raison? Est-ce que les riches sont toujours plus riches, comme le dit Libération? Eh bien oui, David, c'est globalement vrai. L'INSEE, comme vous l'avez dit, s'est donc intéressé aux riches et distingue plusieurs catégories. D'abord, les 1% les plus riches. Ils sont environ 175 000 personnes. Alors en faites-vous partie? Eh bien, le salaire moyen est de 10 219 € net par mois pour 2022, l'année de référence. Mais ce n'est pas à cette catégorie-là que l'INSEE s'intéresse vraiment, mais aux 0,1% des plus hauts revenus. Ils sont un peu plus de 40 000 foyers en France qui gagnent au moins 38 000 € net de revenus par mois, plus d'1 million d'euros par an. L'INSEE dresse l'essentiel des professions concernées. 46% de cadres, par exemple, dans la finance, des experts comptables ou de l'administration, 32% de grands dirigeants d'entreprise, ou encore 13% de banquiers ou encore de traders. Eh bien oui, David, en 20 ans, leurs revenus ont plus que doublé, plus 120% en 20 ans. C'est bien plus que le reste de la population qui a vu ses revenus augmenter de 20% à 46% en 20 ans. Alors comment l'expliquer? Eh bien parce que cette part de la population a davantage profité de la hausse des revenus du patrimoine immobilier, dividendes d'actions avec la hausse de la bourse. Ainsi, les revenus du patrimoine pèsent aujourd'hui près de la moitié de leurs revenus lorsqu'ils représentaient un quart il y a seulement 20 ans. Mais l'INSEE resserre ensuite la focale sur les riches parmi les riches. Attention, on parle là uniquement de salaire et pas de revenus. Eh bien, la moyenne de ces 100 plus grands salaires en France est d'environ 310 000 € net par mois. Là encore, de qui parle-t-on? Eh bien, avant tout, des sportifs. On en compte 36, et notamment des footballeurs. On pense bien évidemment aux joueurs du Paris Saint-Germain, en tout cas ceux qui jouaient cette année-là, les Kylian Mbappé, les Messi, les Neymar, qui émargeaient tous à plus d'1 million d'euros par mois. Ils devancent 31 grands dirigeants d'entreprise comme Carlos Tavares, qui dirigeait à l'époque Stellantis, ou encore Luca Di Mio, l'ancien patron de Renault. Est-ce que, cette fois, on regarde de l'autre côté, du côté du Figaro, est-ce que les riches payent dans le même temps toujours plus d'impôts? Eh bien là aussi, David, c'est plutôt vrai. Quand on reprend nos 40 700 foyers les plus aisés, soit les 0,1% des Français, avec 1 million d'euros de revenus par an, ils ont payé en 2022, regardez, 264 000 € d'impôts par an et par foyer. C'est plus de 10 milliards d'impôts par an sur le revenu, soit 13% du montant total de l'impôt sur le revenu récolté en France. Autrement dit, 0,1% paye 13% de l'impôt sur le revenu. C'est 3% de plus qu'en 2003. Alors autrement dit, l'idée que ces riches échappent à l'impôt est largement battue en brèche. Quand on élargit la focale, c'est encore plus saisissant, puisque les 10% des Français les plus riches payent les 3/4 de l'impôt du montant total de l'impôt sur le revenu récolté, 75%. Et là aussi, c'est davantage qu'il y a 20 ans, lorsqu'il en pesait environ 69%. Pascal, tout le monde a raison, c'est un peu comme chez Jacques Martin, tout le monde a gagné. Qu'est-ce qui vous frappe le plus, vous, dans ces tableaux, dans ces études de l'INSEE? Il faut toujours le rappeler, c'est que si les revenus, s'il y a un écart entre les revenus primaires qui est important en France, on est sans doute en termes de revenus primaires, c'est-à-dire avant redistribution, un des pays les plus inégalitaires du monde, un écart de 1 à 17, la redistribution ramène l'écart de 1 à 3. Et ça, c'est la fiscalité, la retraite, les cotisations à la sécurité sociale, c'est tout ça la redistribution. On continue ce tour de table, oui. Et puis ensuite on rentrera dans le détail, ce qui vous a, vous, le plus intéressé ou le plus frappé, Marc? Oui, je pense que le plus intéressant, c'est qu'effectivement, on a beaucoup dit les riches ne payent pas d'impôts.
Alors là, c'est la preuve qu'effectivement, ce n'est pas le cas. Bien sûr, et heureusement, j'ai envie de dire, les riches payent énormément d'impôts. L'essentiel d'ailleurs de l'impôt sur le revenu, il n'y a pas que ça. Ils payent également la CSG, la TVA, etc. Donc ils consomment également. Donc il y a une part très importante. Donc ça qui est assez intéressant, parce qu'on a entendu certains nous dire, oui, mais il faut augmenter la part des riches, les impôts sur les riches. Ils payent déjà effectivement énormément d'impôts. Donc ça, en fait, ça concernait dans le débat les centimillionnaires, comme on disait, ceux qui gagnaient, ceux qui avaient plus de 100 millions de patrimoine. Exactement. Là, vous avez raison de rappeler qu'on parle de revenus et notamment qu'on parle de salaire. C'est ça qui est important. Pas de patrimoine, de flux et pas de stock. L'autre élément très intéressant, c'est justement le fait, et là, vous allez paraître, ça va peut-être vous surprendre, je pense que l'une des raisons qui a permis à ces riches d'être encore plus riches, c'est le quoi qu'il en coûte. Ça veut dire quel rapport? C'est très simple, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Pascal en a parlé un petit peu, qu'est-ce qui a le plus flambé? On le voit, ce sont les revenus du patrimoine, les revenus notamment boursiers. Et c'est vrai que grâce à ces injections de liquidités au niveau mondial, ça a permis justement d'entretenir des bulles boursières, des bulles immobilières, et donc d'améliorer le revenu de ceux qui avaient de l'épargne. C'est là où c'est le gros problème, c'est que ceux qui n'avaient pas d'épargne, effectivement, ou très peu, n'ont pas bénéficié de cette hausse des marchés boursiers, alors que ceux qui en avaient déjà, effectivement, se sont enrichis. Grâce à l'argent de l'État. En partie, c'est ce qui a permis justement d'alimenter l'ensemble de ces bulles boursières et donc de faire flamber les marchés. Il n'y a pas que ça, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont fait des bons choix, il y a des belles entreprises, etc. Mais tout de même, on voit bien qu'aujourd'hui, les marchés boursiers, malgré la baisse de l'activité, etc., ont continué de monter, et ça c'est un petit peu anormal, c'est ce qu'on appelle des bulles, et donc ça a permis d'enrichir ceux qui avaient de l'épargne. Et donc c'est ce qui fait... C'est ça qui explique largement cette courbe jaune. Exactement, on l'a bien vu, c'est aujourd'hui la part justement des revenus donc du capital ne cesse d'augmenter, parce que justement, ce sont des personnes qui certes ont pris des risques, mais ces risques ont été payants. Et après, ce qu'il y a dans l'étude de l'INSEE, et c'est ça qui est quand même très décevant, et qui fait beaucoup de peine, c'est pas simplement que les riches gagnent plus, c'est que le taux de pauvreté augmente. Et ça, c'est quand même le plus inquiétant. Le problème d'un pays comme la France, c'est pas que les riches gagnent plus, tant mieux pour eux, c'est que malheureusement, il y a de plus en plus de pauvres. Et ça, c'est quand même une nouveauté parce que, et là, c'est un vrai échec, si vous voulez, de notre modèle social. Parce qu'on n'arrête pas d'augmenter les dépenses publiques, d'augmenter les impôts, et pourtant, le taux de pauvreté, le chiffre de l'INSEE, a augmenté à 15,4%. Un record historique. En 2017, on était à 13%. Quand on parle de bilan, depuis 2017, on voit bien que, malheureusement, c'est ça qui est dangereux. C'est-à-dire que on a une situation aujourd'hui où la France, notamment la classe moyenne, se délite et est en train de s'appauvrir. Et si on va jusqu'au bout, puis je vous donne la parole, David Héroult, ce taux de pauvreté, c'est quand même avant tout un taux d'inégalité, puisque le seuil de pauvreté aujourd'hui est défini comme étant 60% du revenu médian, c'est-à-dire le revenu au-dessus duquel il y a le même nombre de personnes qu'au-dessous duquel. Et c'est 60%. Si toute la population voit sa richesse multipliée par 2, le taux de pauvreté peut rester exactement le même. C'est ça, et d'ailleurs j'allais le dire, c'est qu'effectivement on a également un indicateur qu'on appelle de Gini qui calcule les inégalités, qui lui aussi est en train d'augmenter. Donc c'est ça qui est très dangereux, c'est que normalement, effectivement, Pascal l'a rappelé, c'est qu'on a une redistribution en France qui est formidable, qui permet justement de limiter. Rendez-vous compte que grâce à la redistribution, chiffre de l'INSEE encore une fois, il y a 5 millions de pauvres en moins. C'est-à-dire que si on n'avait pas la redistribution, il y aurait 5 millions de personnes encore supplémentaires sous le seuil de pauvreté. Donc c'est ce qui fait que ça fonctionne, mais insuffisamment. Il faut repenser notre modèle social. En 2025, 47% des foyers en France se sont vus réclamer 92 milliards d'euros par l'administration fiscale. Ça veut dire qu'il y en a 53% qui ne payent aucun impôt sur le revenu. Et c'est une hausse record de 9,9% du produit de l'impôt sur le revenu. Donc d'ailleurs au passage, encore une fois, souvenez-vous, il y a un an à peine, on se demandait où étaient passées les recettes fiscales et qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui expliquait finalement le trou dans les prévisions de Bercy et de la même direction générale des finances publiques. Ce qui montre qu'il y a quand même aussi un problème prévisionnel chez nos statisticiens du côté du ministère. Non mais c'est intéressant, vous dites les recettes de l'impôt sur le revenu ont augmenté et beaucoup augmenté. De 10%. Les recettes 10%. Ont augmenté de 250 milliards d'euros depuis 2021. Donc qu'on ne dise pas que les impôts baissent. Les recettes fiscales ont augmenté encore une fois. Globalement, là, pas seulement l'impôt sur le revenu. La TVA, tout compris. C'est très Route. Et vous? D'abord, dans l'émoi général sur les ultra-riches, ce qui me fait sourire, c'est qu'on n'a jamais parlé des footballeurs. Vous n'avez pas vu tous les politiques qui se sont émus, qui ont dénoncé les grands patrons et tout ça, ils n'ont jamais parlé des footballeurs. Or, on voit bien qu'ils sont quand même parmi les plus gros salaires, mais uniquement pour les salaires. Cela dit, ces footballeurs dont on parle ont aussi d'immenses revenus publicitaires qui ne sont pas comptés puisque ce ne sont pas des salaires.
D'accord, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste qu'ils ne rentrent pas dans le raisonnement public, vous voyez, on fait pas de comparaison, on discute pas de leur performance, on ne dit pas quel service rendent-ils à la société pour être si bien payés, tout ça c'est hors ça compte pas. Bon, quand même, on peut en parler, moi en l'occurrence, je veux bien en parler. Donc, parce que les performances des autres, ils sont d'une nature bien plus importante, c'est qu'ils créent des emplois et qu'ils augmentent les richesses de la France. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette crispation sur les riches en France? Et je continue et je le dirai à chaque fois, c'est que les salaires sont trop bas. Les salaires moyens sont trop bas. S'il y avait le sentiment qu'on était reconnu à sa valeur, qu'il y avait à l'intérieur des entreprises, toutes les entreprises, des progressions claires possibles. Je ne parle pas des plus grosses parce que ça c'est plus facile, mais dans les moyennes entreprises, dans les plus petites. S'il y avait des salaires moyens plus élevés, et ça on parle du net et du brut, et pas seulement, mais pas seulement, hein, il y a la valeur elle-même du salaire. Il y aurait moins ce sentiment, les ultra riches s'en mettent plein la poche. Est-ce que ça n'a pas été une constante de l'histoire de France, non. Ruth, au-delà des salaires? Ruth, je me permets juste une petite seconde. Je sais qu'ils vont augmenter avec l'inflation, je sais que les salaires augmentent avec l'inflation. Mais le choix politique des années 80, qui est le choix de la désindustrialisation. Nous sommes une société de services. Et dans une société de services, les petits revenus sont la règle, de façon générale. Dans une société industrielle, avec des strates différentes, c'est-à-dire des ouvriers hautement qualifiés, des agents de maîtrise, des cadres, des dirigeants, etc., la valeur ajoutée créée d'abord augmente et on distribue des revenus qui sont supérieurs. Moi, je pense que le gros problème, c'est qu'on a un problème culturel. C'est-à-dire qu'on a une culture de lutte des classes en France. C'est-à-dire que c'est pas les uns avec les autres. Et c'est vrai, comme le dit bien Ruth, on n'est pas conscient aujourd'hui, pas assez du moins, certains en tout cas, que les chefs d'entreprise, les entreprises créent des emplois. Et donc, comme on l'a dit, ils prennent un risque. Et donc, leur salaire rémunère ce risque. Ce qu'on oublie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des records historiques de faillites d'entreprises. Donc, on voit les entreprises du CAC 40, mais 80% de leurs profits sont faits à l'étranger. Donc, c'est pas ils ne spolient pas l'économie française. Donc, quand vous regardez les entreprises qui sont en France, nos PME, nos TPE, on a des records historiques de faillites d'entreprises. Les chiffres de la Banque de France, c'est incroyable. Même si on enlève les micro-entreprises, rendez-vous compte, David, on est sur à peu près 14% au-dessus du sommet de la récession de 2009 en termes de faillite d'entreprise. Depuis 2017, c'est un chiffre incroyable que j'ai découvert il y a quelques jours, plus 100% d'augmentation des faillites d'entreprises depuis 2017. C'est ça la réalité aujourd'hui des entreprises françaises. Et donc derrière les faillites, évidemment des licenciements, donc il y a un chômage qui augmente. Donc c'est là ce qui est dangereux, c'est qu'il faut réconcilier cette société. Je suis d'accord, là aussi on doit mieux rémunérer les salaires au travers notamment des salaires nets, donc en réduisant certaines charges qui sont énormes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, moi ça m'arrive tous les jours, j'ai des chefs d'entreprise qui m'envoient des messages qui me disent, écoutez, moi je ferme ma boîte. J'en peux plus. Je peux plus continuer comme ça. Donc là, attention, on est en train de perdre justement ce qu'on appelle le consentement à l'impôt et de perdre des recettes fiscales pour demain. Très rapidement, très intéressant l'exemple sur le football parce que c'est symbolique et emblématique. En France, nos clubs étaient écrasés de charges sociales et fiscales sont écrasés de charges sociales et fiscales, ce qui est normal. Les footballeurs gagnent énormément d'impôts, mais ce qui n'est pas du tout le cas d'argent, ce qui n'est pas le cas de nos voisins européens. Et pendant des années et des décennies, ce sont les clubs anglais, italiens, espagnols qui raflaient les meilleurs joueurs parce qu'ils étaient capables de les payer plus. Nous, on les élevait, des gagnes de champions, et puis dès qu'ils étaient formés, on a commencé à gagner, en l'occurrence, pour ne pas le citer, avec un grand club de la capitale l'année dernière, la prestigieuse Ligue des Champions, qu'on attendait depuis des années et des années, simplement parce qu'on a un actionnaire qui est arrivé et qui a pu investir à fond perdu. C'est les Qataris avec ce tonneau des Danaïdes et qui nous a permis de l'emporter. Je trouve que c'est très emblématique et très symbolique. Je ne sais pas si vous vous rappelez, l'an dernier, vous m'aviez demandé de calculer ce que nous avait coûté le départ de Mbappé vers le Real Madrid. Et de mémoire, les chiffres, c'était il avait un revenu de 100 millions d'euros. La moitié allait au fisc. Le premier gagnant dans l'opération, c'était le service du Trésor.